Vous êtes encore au rendez-vous School TV Le Mag. Merci encore de votre fidélité. Merci d'être aussi fidèle à notre rendez-vous quotidien sur School TV. Le Mag, vous le savez, c'est une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, une thématique forte, une initiative qu'elle soit sur le plan local, départemental, national, voire même international. C'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Sur le sourire aux lèvres, c'est magnifique. C'est parti pour le sommaire. Le sommaire de cette émission, on va dans le 38. Et oui, le 38 aujourd'hui. L'Isère à l'honneur, département phare de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quels sont les défis éducatifs isérois? Quelle offre pédagogique sur place? Éléments de réponse avec notre invité dans un instant. La culture, décidément sous toutes ses facettes. On vous parlera d'Isère collégien, dispositif qui connaît un véritable succès. Puis on parlera encore et toujours culture avec Alix. Oui, je vais vous parler de résidence artistique pour collégiens. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Cathy Simon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le Mag de School TV, vice-présidente de l'Isère en charge forcément de l'éducation, 10e département le plus vaste de France. C'est si ça. je ne m'abuse, le 2e de la région par sa population, c'est-à-dire combien d'élèves, combien de collégiens? Je vous pose une colle ou pas pour commencer l'émission? Non, vous ne me posez pas une colle, mais regardez, moi j'ai fait en sorte de prendre une anti-sèche pour ne pas vous dire de bêtises. Une anti-sèche sur School TV, j'adore. J'adore le concept, tout va bien. C'est exactement ça. 55 000 collégiens. 55 000 collégiens, ça fait du monde. Ça fait 97 collèges pour moi en collège public. C'est votre deuxième mandat? C'est mon deuxième mandat, donc élu depuis 2015. Deuxième mandat, et élu depuis en charge 2015. de l'éducation, toujours. J'ai voulu refaire un mandat, redoubler. Vous avez dit, bon, j'ai initié les rénovations, je vais voir ce que ça donne. Les rénovations des 97 Alors, établissements? pas tout à fait 97, je vous mentirais, mais à la fin de mon mandat, ce sera 80 collèges de rénover, sachant que nous en avons des neufs et d'autres qui n'ont pas eu besoin de rénovation. Non, j'ai voulu continuer en effet ce que j'avais engagé, tout simplement parce que j'ai aussi une équipe derrière moi qui a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Il était important que je puisse concrétiser certains projets, les initier pour d'autres. Une super équipe, hein, je vous dis tout, on se considère en coulisses. Hein, voilà, oui, j'ai une super équipe. Vous êtes très fière, très dynamique, très inspirée. Et sur la rénovation, c'est plus une contrainte ou ça a été vous, un véritable souhait? Vous avez fait de cette contrainte un... Ça a été une mission. En fait, j'ai visité les 97 collèges de notre belle Isère, donc de nombreux kilomètres. Et puis, je me suis rendu compte que nous avions des établissements qui dataient des années 70-80, qui n'avaient pas bénéficié de rénovation, de construction, qui ne répondaient plus. C'est bien solide, c'est bien construit, mais... Elles ne répondaient plus à un référentiel non plus. Ouais. Les collégiens étaient de plus en plus nombreux, les salles de classe pas forcément adaptées, la problématique énergétique, hein, puisqu'on ne se construisait pas en 1970 ou 80 ce que l'on construit aujourd'hui. Donc il fallait répondre à un référentiel, à des problèmes de sécurité, et puis, pour rien vous cacher, rendre un petit peu plus sexy ou accueillant certains établissements qui vraiment ne donnaient plus envie forcément d'aller à l'école. Avec quel budget pour rénover, pour repenser tout ça, toute cette offre éducative? Je suis, comme le dirait mon président, une vice-présidente qui coûte très cher, puisqu'à la fin de mon deuxième mandat, j'aurais dépensé un demi-milliard. Donc, pour rénover les établissements, en sachant qu'on a eu 2 plans de rénovation, hein, donc le premier de 2015 à 2021 et le second de 2021 à 2028. Et comment on rend un établissement plus sexy, justement? Ça passe par quoi? Alors on le repense, on écoute les équipes enseignantes, on travaille avec non pas que le département tout seul dans son coin. On fait ce que l'on appelle une gouvernance partagée, qui est d'ailleurs saluée par l'Éducation nationale sur notre territoire, où on écoute à la fois les équipes enseignantes, nos agents du département, puisque nous avons nos agents qui vont servir à la cantine, au restaurant scolaire. Je me ce chiffre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas combien d'agents. C'est à partir du moment où vous m'avez dit anti-sèche. Oui, alors là, non, je n'ai pas le nombre d'agents, à savoir que beaucoup d'agents, oui, avec un maillage parfait. Voilà. Obligatoire. Mais il en faudrait toujours plus. Vous savez, les gens en ont besoin de toujours plus. Donc voilà, on travaille en concert. Ça repose sur leur retour à eux. Oui, leur retour et puis un référentiel aujourd'hui qui nous oblige, c'est-à-dire qui répond aussi à des normes. Et ces normes, nous ne les avions pas il y a 20 ou 30 ans. Hein. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'aménagement de bureaux, quand on parle de salles de classe, quand on parle de nouvelles technologies, il faut adapter le bâtiment et forcément le mobilier. Donc voilà, tout ça a été travaillé et ce référentiel évolue aussi au fil de l'eau, puisqu'on ne peut pas rester comme ça attentiste et attendre que ça se passe. Je suis très chiffre, je vous l'ai dit aujourd'hui. Donc on a parlé des 97 collèges, on a parlé du demi-milliard, effectivement, ça c'est le budget de l'éducation pour votre département. Si je vous dis 2 €, vous me répondez quoi?
Eh ben, une fierté du département de l'Isère, un repas à 2 € qui est local et au bio et qui permet à tous les collégiens de pouvoir déjeuner pour ce prix-là. Donc, pourquoi cette décision ? Pourquoi cette décision ? Alors, il y a eu entre-temps une vilaine chose qui s'appelait la Covid. Il y a aussi eu l'inflation et le pouvoir d'achat des familles. Et puis, nous avons des enfants que nous perdions de vue le temps de midi et 2 et qu'il ne fallait pas laisser à la rue et qui avaient aussi une problématique de mal manger, c'est-à-dire que c'était plus pratique d'aller dans un fast-food ou alors de manger à l'extérieur et non pas au chaud. On sait aussi que le repas de midi, c'est souvent le repas le plus important de la journée aussi, ouais. et l'unique repas pour certains enfants qui ne déjeunent pas et qui ne dînent pas. Donc il a fallu qu'on travaille avec équité et on s'est dit pourquoi à chaque fois travailler sur un quotient familial alors qu'on a des parents qui travaillent tous les deux mais qui n'ont pas la disponibilité pour faire manger leurs enfants et on s'est dit qu'il fallait faire revenir tout le monde au restaurant. Et est-ce que la mission est réussie ? Est-ce que vous avez le sentiment que les élèves sont revenus à la restauration scolaire ? Oui, la mission est très très réussie puisque nous avons aujourd'hui plus d'inscrits que les années précédentes. On a lutté contre le décrochage aussi. Et puis, on a des enfants vers qui on tend à vouloir leur apprendre à bien vouloir manger, à connaître certains aliments. Pour certains, une betterave, ils ne savent pas ce que c'est. Une carotte, ils ne savent pas ce que c'est parce que chez eux, ou ailleurs, tout est déjà façonné. Donc on travaille avec eux pour le repas à 2 €, mais pas que. On travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, contre les produits locaux qu'ils peuvent avoir sur leur territoire. Un enfant du Trièves ne mange pas la même chose qu'un enfant du péage de Roussillon, par exemple. Donc voilà, on essaye, avec l'Isère, aussi diverse soit-elle, de faire en sorte que l'enfant puisse manger ce qu'il n'a pas l'habitude de manger. Mais justement, un repas à 2 €, ça n'enlève rien à la qualité des aliments ? Non, ça n'enlève rien puisque ça nous coûte, à nous, département, ça nous coûte 9 millions. Donc en fait, nous prenons la différence à notre charge. Ça a été une volonté politique. On s'était engagé sur ce deuxième mandat. C'était une promesse politique aussi de notre président et donc du département de sa majorité. Et donc à partir du moment où nous avons été élus au mois de juin, nous l'avons appliqué dès le mois de septembre. C'est là où je remercie encore nos services, je vous le disais en aparté, parce qu'ils ont été ultra réactifs. Ultra réactifs. Mais est-ce qu'à ce rythme-là, le département, les villes, à commencer par Grenoble, peuvent tenir, si on prend en compte bien sûr cette crise énergétique? On sait qu'effectivement, il y a pas mal de villes, le département, la région aussi, qui prennent en charge certaines initiatives, mais jusqu'à quand? Alors, le département de l'Isère est bien géré. On va voter le budget jeudi et vendredi, donc on sait que nos budgets sont bien gérés. Tout dépend où on met le curseur sur sa politique. Vous savez, c'est comme tout. Certains vont plutôt la mettre sur la culture, d'autres sur le transport. Nous, la volonté du département, c'était de dire il faut que l'éducation reprenne tous ses droits. Alors, nous avons en obligatoire et en responsabilité le social, sur lequel on ne peut absolument pas déroger. Mais en tout cas, la politique éducation fait vraiment une politique à part entière et elle est transverse. Quand je vous parle du repas à 2 €, je peux vous parler aussi du monde de l'agriculture, de notre centrale d'achat qui nous permet de rémunérer au juste prix les agriculteurs qui nous font confiance et qui veulent travailler avec nous, les maraîchers, les fromagers qui rentrent en fait dans ce cycle-là. Donc en fait, mes politiques sont très transverses. Elles n'appellent pas forcément à de l'opposition quand on n'est pas trop dogmatique. Le bio, ça reste un casse-tête aujourd'hui ou pas forcément? Oui, ça reste un casse-tête parce que le bio, on peut s'interroger à bien des égards et on en parle tous. Nous, on préfère presque privilégier le local parce que le local est aussi travaillé par des gens qui n'ont pas les moyens de tout mettre en bio. Par contre, d'avoir une agriculture ou une façon de cultiver de façon très vertueuse. Cathy Simon, sujet là aussi très important. Est-ce que vous êtes revenu avec les élèves? Est-ce que les professeurs, les enseignants sont revenus avec les élèves sur ce qui s'est passé cet été? Je sais que le département porte encore des stigmates de ce qui s'est passé. On en porte encore les stigmates et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons vécu sur notre département plusieurs alertes qui nous a contraints, qui nous a obligés, qui nous a permis aussi
de discuter, de renouer du dialogue. Parce que quand on confine des enfants dans un établissement scolaire, c'est pas une mince affaire. Quand vous avez 400 à 600 enfants, plus nos équipes qu'il faut confiner, des parents qui reçoivent des textos en leur demandant de ne pas venir chercher leurs enfants, forcément, ça crée du désordre, mais ça crée beaucoup d'inquiétudes. Et puis, il faut travailler ensemble pour comprendre un petit peu que ce qui se passe, c'est pas forcément... Et avec un peu de recul, on arrive à comprendre ce qui s'est passé, ces émeutes, ces dégradations, Eh bien, je pense qu'il faut continuer en tout cas à dialoguer parce qu'on a besoin de repères aujourd'hui dans notre société et je pense que nos jeunes en ont besoin davantage. Et dans quelle mesure, justement, ces événements ont eu un impact ou non sur le climat scolaire en cette rentrée 2023 ? Alors, quel est votre sentiment ? Sur cette rentrée scolaire, on s'attendait à beaucoup de choses et finalement, on a eu une rentrée scolaire plutôt apaisée. D'accord. Que j'ai faite aux côtés du directeur académique des services de l'éducation, que j'ai faite à côté de mon président. On a eu une rentrée scolaire plutôt apaisée, avec des enfants qui avaient envie de revenir dans l'enceinte, des professeurs qui avaient envie de revenir aussi et finalement d'instruire. Et je me suis dit que c'est peut-être là qu'est gagné notre pari. Dans quelle mesure le collège de demain est un outil puissant justement pour former ces citoyens, ces futurs citoyens ? Alors le collège de demain, c'est un endroit un petit peu sanctuarisé où finalement on a voulu travailler sur des enfants en décrochage scolaire et des enfants qui travaillaient plutôt bien à l'école, pas autour de tables et de chaises classiques, un peu comme ici, mais avec des poufs, avec du mobilier qui pouvait bouger dans tous les sens, avec éventuellement des web radios. On a fait une expérimentation de 3 collèges, donc 3 classes sur 3 établissements. C'est un carton ? Eh bien, alors, tout départ, pour vous dire la vérité, personne ne voulait en entendre parler. C'est-à-dire qu'on m'a dit, quand j'ai proposé cette idée, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas encore m'inventer là ? Je leur ai dit, J'aime bien le encore. Voilà, c'est ça. Donc, je leur ai dit, expérimentons. Et si on se trompe, on arrête. Si on ne se trompe pas... Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ce modèle ? L'entreprise, en fait, parce que moi, je viens du monde du privé. Et je me dis que pour bien travailler, pour pouvoir ramener une équipe, il faut qu'on soit bien, comme à la maison. Qu'on ait ses repères, qu'on ait un chef de file, qu'on ait envie de venir travailler, que ce soit sympa, que ce soit convivial, tout en ayant une ambiance de travail. Et ce qui m'a fait un peu plus aussi réfléchir là-dessus, c'est de me dire, on a des enfants qui sont décrocheurs ou alors qui quittent l'établissement. Comment est-ce que ces enfants-là, je pourrais les faire revenir dans un collège? Alors ça, c'est pas fait tout seul. J'ai eu l'appui de professeurs qui ont été surmotivés, avec qui nous avons travaillé. Certains m'ont demandé des trucs un petit peu fous, donc j'ai refusé parce que je me suis dit, déjà l'idée est un peu farfelue, mais n'ajoutons pas du farfelu. On peut savoir ce que c'était ou pas? Des tapisseries avec du bambou. Des un tapis. espace un peu zen. Plus que zen, en fait, pour certains. Je crois qu'on n'y travaillait plus si on avait accédé aux demandes. Là, on a fait des coins très zen. On a fait des coins très zen, on a fait des coins modulaires. Et quand j'ai visité la première fois les classes qu'on avait mis en place, j'ai vu des enfants même se déchausser pour dire l'importance finalement qu'on leur donnait et de travailler de façon très différente. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir un prof de maths qui va travailler avec un prof d'histoire, avec l'outil numérique. Donc mutualiser les principes, mutualiser aussi la pédagogie et travailler différemment. Avec des enfants qui ne sont pas forcément autour d'une table, mais qui sont peut-être assis sur un pouf, mais par contre qui seront attentifs tout au long du cours. Et ça fonctionne ? Alors, aujourd'hui, cette classe collège de demain est dans notre référentiel parce que tous les établissements en veulent. On est victime de notre succès. Et les autres départements vous ont appelé ? Eh bien, en fait, On peut tous dire ici, on peut tous Quelques départements m'ont appelé, oui, et viennent visiter ce que l'on fait. Au vu du succès, et comment vous souhaitez justement développer Collège de demain ? L'idée, c'est de l'avoir dans les 97 établissements ? Alors, on en a déjà quelques-uns qui en sont équipés. Dès qu'on rénove un établissement, dès qu'on en reconstruit un, il y a forcément une classe Collège de demain. Donc, on l'explique. Parce qu'il faut aussi expliquer aux pédagogues à quoi est-ce que ça va servir. Et surtout, on ne veut pas non plus leur prendre leur travail. C'est-à-dire qu'on y amène les outils, on réfléchit avec eux et eux, ils y amènent la pédagogie. En quoi Collège de demain est un outil puissant justement pour former ses citoyens ? Il permet finalement de voir l'instruction de façon différente. C'est pas parce qu'on n'est pas autour d'une table qu'on ne peut pas bien écouter.
Moi, je suis fan de l'école, quoi qu'il en soit. Je suis fan de l'instruction. C'est ce qui nous permet d'être libre demain et de choisir ce qu'on a envie de choisir. Et c'est ce que je leur dis quand je me déplace dans un établissement. Au plus vous avez envie d'apprendre, au plus le conseil départemental va vous donner les moyens de vouloir apprendre. Mais c'est une école plus agile, plus sexy, pour reprendre effectivement... Oui, je pense qu'elle doit être plus agile, plus sexy, et puis qu'il faut que chacun en prenne ses responsabilités aussi. C'est-à-dire que le corps enseignant est là pour enseigner, le corps encadrant est là pour encadrer, et nous sommes là pour donner les moyens, chacun sa place, tout en se respectant et en travaillant ensemble. Que répondez-vous à tous ceux qui disent que cette génération n'est pas adepte du vivre ensemble? Alors, moi, je suis mitigée, mais j'aimerais qu'on reparte sur des fondamentaux et qu'on remette du sens, en fait, à la politique. D'abord, la nôtre. Hein. Nous, les politiques, on a du travail à faire et on se doit d'être exemplaires. Je crois qu'on ne peut pas tout non plus accepter. Je pense que l'école est un lieu quand même sanctuarisé, où c'est d'abord un lieu d'instruction, où on doit régler les valeurs de la République. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est que nous sommes des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes dans une société, nous pouvons travailler tous ensemble, le tout est de pouvoir s'accepter. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Cathy, nous parler du dispositif Isère Collégien? Oui. Dispositif très intéressant puisque Isère Collégien permet plusieurs choses. D'abord de financer certains déplacements pédagogiques. Hein. Donc ça peut être les espaces naturels sensibles, ça peut être les musées départementaux, mais pas que. Ça peut être la classe à la neige. En fait, les équipes pédagogiques... Pas de neige en Isère, pas de neige. Je vous invite aujourd'hui à venir voir. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allé. Voilà, venez. Vous avez tout, vous avez la mer, vous avez la montagne. On est bien, mais on est très chauvin en Isère. Mais oui, non, mais je comprends, vous avez tout. Je vous invite. Vous avez tout, quoi, une demi-heure de voiture, un petit peu partout, t'as tout. C'est incroyable. Ça. Alors la mer à 3 heures, un peu plus. Hein. Un peu plus loin, c'est vrai. Non, mais en fait, Isère Collégien permet de monter des parcours pédagogiques et d'y amener des enfants. Vous avez des enfants qui n'ont jamais vu la neige, par exemple, qui ne sont jamais montés sur du ski, donc c'est important. Vous avez des enfants qui n'ont jamais eu la possibilité d'aller dans des musées, donc il faut y aller. Il y a ce dispositif-là, puis il y a la carte tatou. Cette carte tatou, c'est un peu comme une carte de crédit qui est assez sympa aussi. Et ils peuvent dépenser cet argent-là. Ils ont un montant qui leur est il y a un montant qui est attribué par le département, qui est d'une valeur de 60 €. Et puis alors là, par contre, en fonction du coefficient familial, la CAF abonde sur cette carte. Donc un jeune peut aller au cinéma, peut aller s'acheter des livres, peut aussi s'inscrire dans son club de sport et avoir une réduction. Voilà, c'est là-dessus que nous travaillons. Le sport, la culture, l'éducation. Tout un programme. Et on continue à parler culture avec Alix. Et Alix, tu nous parles de résidence artistique pour collégiens. Oui, et plus exactement de rencontres entre collégiens résidents. Si les espaces éphémères dédiés à la création artistique, communément appelés résidences d'artistes, sont familiers à beaucoup d'entre nous, je n'avais pour ma part jamais entendu parler de ce concept de résidence itinérante à destination de collégiens. Qui plus est, plus exactement, le dispositif de résidence en collège permet chaque année à une dizaine de collèges isérois d'accueillir une équipe artistique pendant 3 semaines. L'objectif est de fédérer élèves, équipes pédagogiques, administratives et techniques autour d'un projet de création. Toutes les classes participent activement. Ça peut passer par des ateliers de pratique, la création d'un blog ou d'une web radio, la fabrication de décors, de costumes. Cette année, pour cette 2e édition, la rencontre a eu lieu en juin dernier à Villefontaine, au théâtre Velin. Ils ont pu y restituer leur projet. 200 collégiens étaient présents. Alors je pense que c'est un projet qui est extrêmement porteur pour les élèves, puisqu'il leur permet de faire une expérience de la scène, de travailler également le corps, la voix, de développer la confiance en soi, de développer également une approche de l'autre, puisque c'est vraiment un travail où le collectif est important en fait. Et franchement, je trouve ça cool quand même le fait qu'on fasse ça tous ensemble, qu'il n'y ait pas réellement de jugement, qu'on est tous ensemble et à chaque fois on s'entraide. On a appris aussi comment jouer correctement, comment faire pour pas qu'on parle tous ensemble en même temps, en fait qu'on s'organise entre nous. C'est vraiment nous qui avons fait notre propre texte, qui avons choisi ce qu'on allait dire sur scène. En tant qu'artiste, ce que je trouve intéressant
dans ce type de projet, c'est d'être aussi dans un échange avec les enfants, avec les jeunes. Puis en tant que chorégraphe, je transforme toutes les rencontres en situations de recherche. C'est-à-dire que ce que je fais avec eux participe toujours, quelque part, à nourrir ma démarche, à nourrir ma réflexion. Cathy Simon, en quoi cet événement favorise-t-il la confiance en soi des élèves et plus largement l'engagement ? Je crois qu'il faut le voir. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux 2 représentations sur ces 2 années. J'ai vu des enfants qui arrivaient finalement à s'exprimer à travers leur corps, parce que pour certains, plutôt introvertis, n'ayant pas accès non plus à la culture. Donc, ça permettait vraiment de créer un groupe et de créer une osmose. On a des enfants qui se sont révélés. Quand je dis des enfants, ce sont des ados qui se sont révélés à travers la musique, le sport. Là, en l'occurrence, vous avez la des exemples d'histoires comme ça Oui, alors moi j'ai plusieurs exemples. Moi j'ai un jeune, alors si on parle du sport, j'ai un jeune qui avait pour ambition de devenir arbitre international, qui était pas très bon à l'école, qui ne se donnait pas les moyens, et je lui ai proposé finalement de le suivre en tutorat. Arbitre international de foot ? Oui, d'accord. De le suivre en tutorat. Il devait rentrer dans l'école, dans une école spécialisée. Et en fait, il a réussi à rentrer, ce qui veut dire qu'en fait, rien n'est perdu pour certains jeunes. J'ai une autre enfant que j'ai vue à la suite de la résidence d'artiste qui m'a dit moi, j'aimerais vraiment m'inscrire dans une association de danse. Jusqu'à présent, je n'osais pas m'exprimer. Comment est-ce que je peux faire ? Je lui ai proposé de s'inscrire sur une association qui était pas très loin de chez elle. Et aujourd'hui, elle est complètement épanouie. Tout ça, ça nous permet, nous aussi, de déceler plusieurs signes quand un enfant est en mal-être, quel que soit le mal-être. Et puis tout à l'heure on parlait du travailler ensemble et du bien vivre ensemble. Bien ça, c'est un exemple fort. Quand on a 200 collégiens qui sont réunis avec des professeurs qui sont investis, avec des chorégraphes extérieurs, avec des artistes extérieurs qui viennent leur expliquer aussi ce que peut être la vie de façon différente, ça marche. Et je me demandais, il y a qu'une dizaine de collèges qui ont bénéficié de cette résidence itinérante. Pourquoi, comment vous faites votre sélection ? Alors c'est pas forcément une sélection, il faut que les gens fassent appel au projet. Il faut qu'on... Ah d'accord, voilà. C'est sur l'initiative des établissements. Oui. Comme de toute façon, comme les voyages ou comme les sorties, il faut que ce soit à l'initiative toujours des équipes enseignantes et des directions. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous donnons les moyens, mais il faut que tout le monde puisse prendre les moyens nécessaires. L'occasion de parler de cohésion, on l'a vu dans ce petit reportage de collectif aussi, de la puissance du collectif. Ça me rappelle effectivement le monde de l'entreprise dont vous venez. Effectivement, vous avez dit que vous avez aussi votre casquette de chef d'entreprise. Est-ce qu'on inculque assez à l'école, dans nos collèges, l'esprit d'entreprise, à savoir le leadership, le collectif, le fait de faire des projets, de les mener à bien? Est-ce que ça manque, ça pêche parfois dans l'éducation de nos enfants? Je pense que ça manque. Il y a plusieurs choses peut-être qui manquent aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants. Pardon, pas dans l'éducation, dans l'instruction. Puisque justement, on ne fait pas assez ce distinguo-là. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'éducation appartient aux parents et aux familles. L'instruction appartient quand même aux équipes pédagogiques. On ne peut pas demander à un prof de tout faire à la place d'eux. Donc je pense qu'il est important de remettre un petit peu du cadre dans tout ça. Oui, ça peut manquer. C'est-à-dire que quelquefois, on est un petit peu en dehors de la réalité. Quand on est au collège, finalement, on ne voit pas à quoi peut servir les maths, le français, l'histoire géo. Et pourtant, ça nous sert dans notre vie de tous les jours quand on est adulte et quand on travaille. Aujourd'hui, dans nos collèges, il existe des activités de création de mini-entreprises. Donc, on a des jeunes qui créent à l'intérieur de l'enceinte et du collège des mini-entreprises sous forme de tutorat. Ça s'est passé dans quelques établissements de notre Isère et c'est plutôt assez... Avec parfois des projets surprenants ? Avec des projets très surprenants, avec des tuteurs qui peuvent être aussi très surprenants. C'est comme ça d'ailleurs qu'on essaye de travailler nos différentes thématiques et je vais vous faire un parallèle avec tout ça. Aujourd'hui, on a pour ambition de développer ce qu'on appelle chez nous les cours oasis, c'est-à-dire faire en sorte que les cours ne soient pas que du béton, mais qu'il puisse y avoir des îlots pour se rafraîchir, pour lutter contre les grandes chaleurs. Eh bien, aujourd'hui, les idées de ces cours oasis viennent souvent et surtout des enfants.
Et je peux vous dire qu'ils ont pour beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'ils les dessinent, il y en a qui les dessinent, ils imaginent, ils me font des demandes. Alors, c'est pareil. La pression. auquel je n'accède pas forcément, parce que quand on me demande une piscine, un pentaglisse, une piste de cartes, ça me paraît difficile. Après le décor en bambou. Voilà. Mais par contre, on a des collégiens qui sont très inspirés. D'abord parce que pour eux, l'écologie, ça a du sens et ça leur parle. Ils sont de cette génération-là où ils vivent avec, et donc ils peuvent dessiner. Mais qu'est-ce que doit comprendre concrètement une cour de récréation pour être appelée cour oasis? À partir de quels éléments? C'est un nombre d'arbres minimum Alors, pas forcément un nombre, mais en tout cas des endroits où on puisse en effet avoir de l'ombrage, où on puisse avoir aussi différentes essences, pour expliquer aussi ce qu'est la nature et comment finalement elle se régénère. C'est beaucoup moins de béton, c'est aussi du béton drainant qui nous permet de récupérer des eaux pluviales. C'est Ah oui, un béton imperméable. Oui, exactement. C'est des endroits où ils peuvent s'asseoir sur des bancs. Sans se prendre un ballon de foot dans la tête, j'imagine. Voilà, ce sont des choses assez sectorisées, vous avez raison, parce que en général, les cours de récré, l'ensemble de la cour est pris pour un stade de foot, entre autres. Donc voilà, c'est comment aussi créer... On a tous vécu, un terrain de foot et puis au basket, tout se mélange et tout. Bon, voilà. Voilà, quelquefois ça fait pas bon ménage. Non. Donc on essaye de créer en tout cas de beaux espaces pour qu'ils puissent aussi se retrouver pour certains dans un endroit calme. Parce que la récréation, ça doit être aussi un endroit qui doit être apaisant. Donc c'est ça, l'idée... Il en faut pour tous les états d'esprit. C'est ça. L'idée vient souvent et des collégiens, et ensuite tout ça est mis en musique avec leurs professeurs. Mais on a des demandes qui sont très étonnantes. On a des établissements qui ont leur propre ruche, on en a qui ont leur jardin, on en a qui ont leur mare. Enfin, on essaye en tout cas de faire rentrer, toujours avec l'aide de l'Éducation nationale, la société, tout en protégeant l'établissement. Voilà. Il y a bon nombre de débats concernant le niveau de la lecture en France, qui est visiblement pas forcément croissant, niveau de lecture, niveau d'orthographe aussi. Est-ce que vous êtes pour la dictée, vous? Oui. Dictée. Oui. J'allais dire quotidienne, donc oui. Non, mais alors moi, je pense très sincèrement que... il y a des exercices que nous faisions, on parle comme des personnes âgées, mais allez, on y va, allons-y. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, la dictée m'a jamais tuée, le professeur de français m'a jamais tuée, et je dois dire quelque chose d'important, je pense on réussit si on a des mains tendues. Et moi, je pense que certains professeurs, certaines maîtresses de ma jeunesse m'ont appris le goût de l'effort, d'aller chercher. Alors maintenant, on a tous les outils qu'il faut, mais je vous parle d'un Quitte à vous tenser un petit peu à l'époque. Mais bien sûr, ne serait-ce qu'avoir le goût de l'effort, de la recherche, pour pouvoir parfaire tout ça. Tout à l'heure, j'ai vu dans votre hall l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'en dirai pas plus pour le moment. Voilà. C'est vrai que moi, je parle souvent aussi de mes profs qui m'ont tensé. Je pense toujours à Madame Sauvage, si elle me regarde, coucou, ma célèbre prof de maths, qui m'avait dit « Boisfer, vous êtes trop lent !» Non, mais... Et elle m'a forcé à accélérer un petit peu. Voilà. Non, mais alors, le mode d'instruction et d'outils pédagogiques est peut-être en effet de notre temps aujourd'hui, et il ne faut rien changer à tout ça. Mais par contre, il y avait des méthodes qui marchaient avant, et peut-être aussi des matières qui étaient importantes et qu'on ne voit pas forcément, ou qui sont délaissées au profit d'autres. Lesquelles? Certaines, on voit, problématique de maths, problématique de français. On avait quelques cours de latin qui nous faisaient du bien pour notre français. Donc voilà. Mais vous parlez de l'intelligence artificielle, vous avez des retours d'établissements qui se plaignent de l'utilisation que font les élèves de l'IA. Sur la triche pendant le... Ouais. Ah oui. Aujourd'hui, je pense que vous avez certains outils qui vous permettent, avec quelques mots-clés, d'avoir une belle disserte. Ouais, mais du coup, tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour savoir s'ils ont triché ou pas. Tu imagines déjà les professeurs en train de corriger. Mais voilà. Une bonne dictée. On en fait une, d'ailleurs, pour nous, le Tour de France. Dès lors qu'ils passent sur notre département, on fait la dictée du Tour de France avec nos collégiens. Voilà, c'est vrai que quelquefois, quand je passe à côté d'eux, je corrige, mais j'ai quelquefois très mal aux yeux.
Cathy Simon, merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de Scoop TV. C'était un véritable plaisir. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Isère en charge de l'éducation. On vous dit à très bientôt. Merci, à très bientôt. Beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler. Effectivement, ça ne dure que 30 minutes. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour mon plus grand bonheur. Ciao.